On peut prendre la révolution, ou ce qu'on a appelé révolution, non pas comme... c'est vrai qu'elle a une grande force performative. Je pense que là, ça, sont tout le monde d'accord, et c'est exactement ce que vient de décrire Omar. Mais on peut aussi la prendre elle-même, ou essayer de la voir elle-même, comme le produit, ou s'inscrivant dans des transformations et tout un mouvement qui la précède. Et je pense que quand je vois les choses à partir de mon propre terrain de travail, de mes propres manières d'aborder les choses, je sais que, par exemple, moi je travaille sur le droit et les droits depuis à peu près, mais c'est à peu près depuis 15 ans, 17 ans. Et je me rappelle que on voit tout de suite dans la Révolution la très grande place prise par les juristes et prise par les revendications de droits et les revendications des droits des gens. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental. Or, personnellement, j'ai été amené à étudier ce terrain-là dès le début des années 2000, après, entre autres, le fameux article des Annales sur la dimension juridique des archives que nous étudions, que les historiens étudient. Et je crois que dans toute la Méditerranée, au moins, il y a une sorte de synchronisation entre revendications de rue, mais ça résonnait aussi chez les chercheurs. C'était pas quelque chose qui était complètement séparé des chercheurs. Et quand je vois les choses de mon point de vue, je vois tout de suite comment, au tout début, j'ai commencé dans les débuts des années à m'intéresser au droit avec un grand D, à cette dimension juridique. Mais ensuite, j'ai tout de suite, vers l'année 2005-2006, j'ai commencé à m'intéresser au droit et aux revendications. Et j'ai commencé à comprendre les archives elles-mêmes, dans leur production, comme des enregistrements de droits et de revendications. Et donc, cette mutation, je pense que c'est dans notre regard à nous, pas seulement les historiens, je pense que c'est quelque chose qui exprime, c'est une forme d'expression, elle n'est ni un reflet, ni rien du tout, mais disons qu'il y a des transformations générales, maintenant, que notre métier exprime à sa manière. L'une des velléités ou des espoirs ou des revendications de la société tunisienne, c'est comment récupérer son histoire, comment essayer un peu de prendre en charge son histoire, son passé, son présent et son avenir. Quel est l'apport justement peut-être de la section d'histoire ou des historiens dans cette tâche comparativement à d'autres sections, aux sociologues par exemple, aux psychologues, aux juristes, etc. Il y a aujourd'hui une sorte de compétition entre les différentes disciplines, et ça c'est excellent. Il faut développer cette compétition entre les psychologues, les sociologues, les anthropologues, les historiens, les économistes, etc. Il y a une demande d'ailleurs, et vraiment une compétition à ce que l'intelligence tunisienne soit mise à l'œuvre, et chacun un peu dans sa spécialité, mais aussi dans l'interdisciplinarité de la réalité, si vous voulez. La réalité est très complexe, on ne peut pas seulement la voir de l'angle du sociologue ou du psychologue, ou de l'historien, etc. Il faut la voir. D'ailleurs, moi j'apprécie, l'année dernière, il y a eu une conférence où Edgar Morin a été invité justement sur l'interdisciplinarité. Et j'ai découvert qu'il y a comment dire ça, une association
qui relie les universitaires, qui relie les chercheurs, où il y a les sciences exactes, il y a les sciences sociales, il y a même des hommes de lettres, des philosophes, etc. Et il faut œuvrer dans ce sens, parce qu'aujourd'hui, sans interdisciplinarité, on est un peu dans le parcellement de la réalité, et ça nous donne une vision tout à fait réductrice, tout à fait biaisée, etc. Moi, je voulais juste un peu, c'est vraiment un détail sur la question du numérique. Tu avais évoqué la rareté des travaux sur le numérique. J'étais pas vraiment d'accord avec toi, puisque en tout cas en linguistique, il y a aujourd'hui énormément de travaux sur les nouvelles écritures numériques, sur la communication numérique. Je peux citer Fouad Laroussi, Semi Zlitni, Mariam El-Golli qui vient de soutenir sa thèse sur Facebook, El-Golli. Et Rajesh Hanoufi qui travaille sur la variable intergénérationnelle et l'usage du français et de l'arabe sur Facebook aussi. Et donc, mais en fait, cette question, oui, mais c'est oui, oui, mais justement parce que en travaillant avec des linguistes et notamment, enfin, moi-même j'avais travaillé sur le hashtag. Le mot dièse, Sidi Bouzid, et la construction de l'événement politique sur Twitter. Et la question, en fait, pour nous, c'est aussi de savoir que peut en faire un historien. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la Congress Library, par exemple, les Américains, ils sont en train d'archiver tout un corpus numérique. Tout ce qu'on écrit sur Twitter, maintenant, il est complètement archivé, on peut le retrouver. Donc, et c'est vrai que la grande question aujourd'hui, c'est est-ce que ça peut être considéré comme un témoignage? Est-ce qu'un tweet est un témoignage sur la révolution? Voilà, exactement. Donc nous-mêmes, et ça serait pas mal de travailler ensemble sur ces questions-là avec les historiens. Et en ce qui concerne, tu avais évoqué la question de la mémoire et de l'histoire, et tu considérais que ce n'était pas encore le moment de l'histoire. Et en fait, ça m'a rappelé, permettez-moi, une histoire russe. À l'époque soviétique, vous devez sûrement la connaître, où il y a 3 ouvriers qui ont été emprisonnés. Le premier est arrivé en retard. Donc il n'a pas respecté les principes du parti, il est arrivé en retard au travail. Le deuxième est arrivé très en avance, donc c'est sûrement un espion. Et le troisième est arrivé à l'heure. En fait, il avait une montre suisse. Voilà. Donc je crois que le chercheur, il est aussi emprisonné dans la justesse de la temporalité et où se positionner. En fait, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir et dont on a déjà discuté hier avec Jocelyne. Justement, j'ai été... il y a le documentaire comme source d'histoire immédiate. Et j'aimerais savoir comment, justement, le documentaire peut être une source d'histoire immédiate. Et puisque ce que je constate dans les documentaires justement réalisés après la Révolution, c'est que en dépit de la restitution d'un contexte, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la décontextualisation. Je prends l'exemple de Babylone. En fait, ce qu'on voit dans le film, c'est le démantèlement du camp. Mais ce qui s'est passé dans la réalité, c'est qu'une partie des réfugiés a été rapatriée et le démantèlement de l'endroit où ils étaient a été filmé dans Babylone comme le démantèlement du camp dans son ensemble, parce que cette représentation-là, elle est au service d'un propos qui n'est pas collé à l'actualité. Et les cinéastes le disent, l'actualité c'était pour nous un point de départ, mais le propos il est bien au-delà, d'ailleurs ça apparaît à travers le titre du film, Babylone. Donc voilà, je me demande dans quelle mesure l'historien qui travaille sur le documentaire comme source comment il appréhende ça, ces productions qui sont très singulières. Même quand on prend Guy Sherbir de Tissar Belaï. Et là, c'est contextualisé, évidemment,
mais il y a un tel travail de l'imaginaire, à moins de considérer cet imaginaire-là comme source aussi et comme objet. Voilà. Khmar elle a affirmé d'emblée qu'elle était très optimiste. Elle est de nature. On est comme ça. C'est un tempérament. Moi, je vais faire le Schtroumpf grincheux, comme on dit. Un peu. Tu as dit que l'histoire n'est pas le monopole des historiens. Effectivement, c'est une bonne nouvelle. Après la Révolution, il y a eu une précipitation de beaucoup de gens et une libération de la parole. Non, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a eu de la liberté d'expression. Et c'était très bien. Beaucoup de gens, d'ailleurs, sont improvisés historiens. Ils ont commis des textes d'une valeur inégale. Il n'y en a pas. Il y a eu beaucoup de publications. Mais au bout d'un certain temps, il y a un temps pour l'euphorie, voilà, et la parole et le bavardage bienvenu, post-révolutionnaire, tout ce qu'on veut. Il y a un temps pour la décantation et pour une réhabilitation de la parole critique. Moi, je crois que beaucoup d'apprentis historiens ont été promus experts et hyper professionnels par la situation médiatique où on se trouvait. Il y a une sorte de promotion de certaines médiocrités. Je ne dis pas qu'il y avait eu que ça, hein, vraiment loin de moi, mais je crois qu'il faut aussi voir cet aspect-là. Je ne sais pas, moi je vais prendre 2 exemples. Hein. Je vais prendre un exemple, je ne vais pas nommer, c'est pas très sympa, mais quelqu'un qui a été promu un peu partout, de manière universelle, comme le spécialiste tout-terrain du terrorisme, de l'islamisme et de tout. Et quand on lui dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour combattre ça, il trouve toujours, il faut réformer l'instruction civique. Mais je ne vois vraiment pas à quoi ça sert. Et ça, tu le trouves à la télé, chez des experts internationaux, chez des gens, enfin, il manque qu'une chaise, je crois, et ça viendra peut-être, j'en sais rien. Mais ça, pour dire ça, c'était une figure du dévoiement post-révolutionnaire auquel il faut aussi faire attention. Un autre truc, un autre aspect aussi, c'est, comment dire, après, dans ce qu'on a appelé la transition. Je n'ose plus dire transition depuis l'article de Jocelyne, hein, qu'il faut lire sur une chaise qui est excellent, etc. Non, mais je ne dis pas par hasard, c'est pas seulement pour faire de la promo à ma copine, c'est pas ça, mais parce que il y a eu une catégorie, nous y compris des historiens, beaucoup, qui de sorte comment dire, embedded, comme on disait dans le temps. On était embarqués dans la transition. Je me souviens qu'à dire à 7, c'est simple. Je vous donne un exemple, quitte à être lynché par mes potes, tant pis. Non, embarqué. Bon, il vaut mieux être embarqué dans la post-révolution tunisienne que dans les chars américains, je veux bien. Mais quand même, on était... Et il faut repenser nos activités en fonction de la transition. Et c'était un non-historien qui a imposé ça. Et puis tout le monde... Et comme par hasard, au bout d'une année, c'était caduque parce que l'effet de sens s'est épuisé. Parce qu'effectivement, on se disait, non, mais on est en train de sortir du métier, de l'épure du métier. Je crois que, passer l'exercice, comment dire, forcément sauvage et cacophonique de la liberté d'expression, il faut revenir à la profession qui est forcément critique. Et c'est pour ça que je tempère un peu l'optimisme indécrottable de... Merci. Ahmed, oui, c'est vrai que le mot épreuve est de toute façon, voilà, je dois me mettre à l'épreuve. Tu as raison, mais voilà, parce que j'ai écrit beaucoup de choses. J'allais l'appeler comme ça, d'ailleurs, j'allais appeler ma communication la mise à l'épreuve au pluriel. Voilà, c'est une des premières mises à l'épreuve ou faire de l'histoire ou faire les sciences sociales. Est-ce que je me suis demandé si pouvait être un embrayeur de pensée, enfin, etc. Et comment on pouvait utiliser. Donc voilà, moi je suis pas, précisément parce qu'on vit d'autres épreuves, moi je voulais un peu rester véritablement dans l'épreuve en tant que scientifique, tu vois, mais par commodité, pour pas parler de tout, et puis pour essayer encore une fois de sortir de ce dolorisme un peu, voilà, qui nous colle un peu trop et qui, voilà, que je trouve pour le moment pas toujours utile à la réflexion. C'est artificiel ce que je dis ou ce que je veux faire, mais c'est ce que je veux faire. Donc tu as raison, je suis pas, mais c'était difficile de faire une communication là-dessus, hein, tu vois, voilà. J'ai préféré passer par mes métaphores ou des formules parce que chaque fois il y en a une que je prends comme béquille. Alors je pense que pour C, mais oui, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je pense que
La révolution, elle est là, c'est-à-dire, on est dedans, voilà. Il faut accepter l'idée qu'on l'a subie, qu'on est dedans, etc. Moi, je pense que c'est juste ça. C'est juste qu'il faut accepter qu'on est dedans et qu'on l'a subie. Je n'ai pas envie qu'on la nomme. Enfin, je veux dire, à quoi ça sert de la nommer? C'est comme quand tu es amoureux. Est-ce que tu nommes l'amour? Je veux dire, non, tu le vis. Tu comprends ce que je veux dire? On n'a pas besoin. Si on est dans la révolution, on n'a pas besoin de la nommer. Quand on est amoureux, on n'a pas besoin de nommer l'amour. Tu vois, c'est pas... Pourquoi ce besoin de nommer ou de dire c'est ça ou ce n'est pas ça? Quand je suis comme toi, non, je suis comme toi, je veux dire. Pour dire non à Hichem, parce que pour moi, ce n'est pas important de dire nous sommes dans une révolution ou nous sommes dans une transition. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est encore une fois, d'être dedans. Et si on dit on est dans une révolution ou on est dans une transition, comme tu dis, l'épreuve t'a fait. On s'est arrêté au bout d'un an. Moi, quand j'ai appelé le bouquin, parce que je ne savais pas comment l'appeler, comment je l'ai appelé déjà, Chronique d'une transition, c'est l'année 2011 tout simplement. J'étais dans l'année 2011, c'était des billets qui sont sortis dans l'année 2011. Donc, ce qui est important pour moi, c'est le mot chronique, plus que, je veux dire, nommer la révolution aujourd'hui. Est-ce que ça a un sens pour nous les scientifiques? Et est-ce que ça a un sens pour nous les citoyens? Puisqu'en tant que citoyen, si on est dedans, on est dans le mouvement. Mais si on n'est pas dedans, il n'y a pas de problème. Il y a des gens... moi, je n'ai pas envie de parler ni de contre-révolution, ni rien. Tu comprends? Je n'ai pas envie d'être dans ce courant-là, parce que je trouve que c'est quelque chose aussi qui ne permet pas de la vivre. Tu vois, c'est comme les gens qui sont amoureux de l'amour, quoi. Tu vois, c'est pas... voilà, au lieu d'être amoureux, ils sont amoureux de l'amour. Moi, je pense qu'on est dans la révolution, voilà. Mais en même temps, c'est une révolution, à mon avis, qui n'est pas là encore. Tu vois, elle n'est pas encore là. Elle ne peut pas être déjà là, puisque 2011, ça n'en était pas une. On le sait. Maintenant, en l'ayant vécu, on sait que ça n'a pas été une. Mais qu'elle peut être là par plein de choses qui se sont passées après, dans lesquelles on peut agir. Et quant à la question de Habib, que peuvent faire les historiens dans cette affaire-là, moi je pense qu'ils peuvent beaucoup, peut-être justement, en sortant de l'idée qu'il faut enseigner l'histoire à tout le monde. Peut-être que je pense que ce n'est pas la peine. Je pense qu'il faut enseigner l'histoire à ceux qui s'y intéressent. Pourquoi l'enseigner à tout le monde? Par contre, les humanités, et j'y reviens, moi je pense que notre enseignement primaire n'est pas assez dans les humanités en général. Tu vois, c'est plutôt ça. Moi je pense que cet impérialisme de l'histoire par rapport aux autres humanités, il a fait son temps. Il a donné l'instruction civique, tu vois. Bon, maintenant, moi je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose. Et nous, les historiens, nous-mêmes, nous devons passer par ça. C'est-à-dire, ne pas vouloir absolument qu'on enseigne l'histoire à tout le monde et tout le temps. Parce que moi, je vois bien que ça n'intéresse pas les jeunes. Je le vois, ça se voit. Et y compris les étudiants qui viennent chez nous. Des fois, ça ne les intéresse pas du tout. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cet enseignement de l'histoire que l'on veut faire. Donc, s'emparer de l'histoire, ce n'est pas enseigner l'histoire. Les maths aussi ne les intéressent pas. Non. Les maths aussi et les sciences naturelles. Non. Ça, on peut aller très loin. Hein. Non. Non, dans les publics, là, je parle de mon public. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les mathématiques, non, ce n'est pas vrai. Bon, ça, d'autres dans les diplômes, voilà. J'ai pas envie de rentrer dans les autres. Si tu veux, on y rentre, mais c'est pas de ça que je parle. Tu vois, c'est pas que vaut une discipline sur le marché et tout. C'est pas ça. Moi, je parle de l'intérieur. Je me calfeutre là. Je me calfeutre pour essayer de réfléchir. Voilà. Moi, je pense que les historiens doivent militer pour que l'histoire ne soit pas enseignée tout le temps et partout, mais que les autres humanités soient enseignées dès l'école primaire. Dès l'école primaire, et pas seulement compter. Voilà. Tu vois, ça, je pense que c'est un vrai défi pour nous, pour nous, les historiens. Et donc ça, c'est pour la... Plus qu'elles sont sous l'art. Oui, mais les humanités, oui, c'est ça, et l'art. Mais Habib, tu disais, voilà, c'est ça que tu appelles l'interdisciplinarité. Et moi, j'ai adoré la conférence de Morin, parce que j'ai vu 700 personnes, dont 500 jeunes. Je veux dire, Edgar Morin était écouté par 500 jeunes en Tunisie. Je veux dire, et ça, est-ce qu'avant la Révolution, on pouvait? Je ne sais pas. Ça, je me poserai la question, et je trouvais que ce public était épatant de jeunesse. Précisément. Et c'est ça qui fait réfléchir à l'université. Qu'est-ce qui peut intéresser nos étudiants? Eh bien, Edgar Morin, il fait courir les foules.
Hein, ça, je peux te dire que la moyenne d'âge, elle était de 35 ans ce jour-là. Donc ça, c'est important, c'est extrêmement important à penser, tu vois, par nous les historiens. Et tu as raison de dire que, moi je pense que c'est les associations entre sciences exactes et sciences sociales et tout, moi je trouve qu'elles font un travail assez important, et je pense qu'il y a une activité culturalo-scientifique qui est très importante. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe ici aux archives, il n'y a qu'à voir ce qui se passe à la Bibliothèque nationale, il y a ce qui se passe un peu partout. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, qui sont de l'ordre de la rencontre de toutes les disciplines. Et moi, je trouve qu'on n'a plus le temps de tout voir parce qu'il y en a trop, mais il y a du public de partout, peut-être, j'espère, et je pense que c'est très important. Et le bouquin de Fath El-Issir, je suis d'accord avec toi. Bon, il y a une introduction méthodologique dans laquelle il fait le prof, si tu veux, mais tout le reste, c'est un travail qui sera extrêmement précieux après, parce qu'il y a des tas c'est pas seulement des détails et des faits chauds, mais je pense qu'il y a aussi un suivi très méticuleux. Si on avait de bons journalistes, on travaillerait comme ça, mais c'est encore mieux qu'un travail de bons journalistes. C'est un travail extrêmement fiable, et à mon avis, il va servir plus tard. Pour Marie, merci pour tous ces... je ne connaissais pas tous ces travaux, mais moi je voulais te signaler aussi qu'il y a beaucoup de travaux ici, hein, en linguistique et ailleurs. Il y a Mariam Kallel, il y a Rajaf Nish qui dirige il y a Aïda Cheb, il y a l'ISD, etc. Donc il y a une foule de travaux de master et tout. Moi je ne les ai pas tous lus, mais je trouve aussi qu'il y a quand même une très très grande effervescence autour de la linguistique, autour de la documentation et tout, par les jeunes qui s'intéressent à ces choses-là, et ça me semble très, très intéressant. Et moi je pense que... voilà, je ne sais pas si les chercheurs doivent arriver à l'heure. Je ne sais pas, franchement. Vraiment, je suis non, c'est pas que je suis retardataire. Je pense que le problème des chercheurs, c'est pas d'arriver à l'heure, ni d'arriver en avance, ni d'arriver en retard. Mais c'est de capter la temporalité. Qu'ils la captent comme ils veulent, mais qu'ils la captent. Et quand tu captes la temporalité, tu captes la durée, tu captes la vitesse, tu captes ce qui est avant, ce qui est après, tu captes tout. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Mais un chercheur, ça n'a pas besoin d'être ni à l'heure, ni à mon avis. Hein. Mais capter la temporalité, c'est une des choses les plus difficiles dans l'exercice scientifique. Pour Ensaf, merci. J'espère que tu viendras quand même à ce séminaire, parce que je t'ai mise dans les personnes, tous les mercredis matins. Mercredi matin, parce que je t'ai mise un peu dans les personnes... à solliciter, mais tu me poses une question, moi, que j'ai évité. J'ai évité la question parce que moi, j'ai pris des documentaires, j'ai pris Pousse de printemps, je l'ai pris pour la fin et je ne suis pas sûre, mais j'ai pris justement des documentaires par exemple, j'ai pris La Tunisie vote. J'ai pris le travail de Slim Griba pour suivre le groupe de Destourouna, etc. Exprès, j'ai choisi... Non, je n'ai pas pris Mémoire noire. J'ai pris La Tunisie vote. Et je pense... Pourquoi ? Parce que c'est un jour, c'est un événement. C'est un événement. Parce que je veux te réfléchir sur l'événement. Qu'est-ce qu'un événement ? Qu'est-ce qu'un fait ? Qu'est-ce qu'une durée ? Tu vois, je fais des détours en fait. Mais je peux le Menjad Zadali, quoi. C'est pas vrai. Je vais pas... Évidemment, mais tu penses bien que je n'ai pas pris Babylone. Tu penses bien. Mais ce que j'ai pris, au contraire, j'ai bien choisi. Et on prendra à la fin... Pousse de printemps et c'était demain, c'est ça, Arwa. Mais exprès aussi à cause de ce travail, comme tu dis, de la temporalité. C'est-à-dire comment est-ce que la temporalité au cinéma peut permettre à un historien plus tard. En tout cas, c'est de la projection. Mais moi, ce sont des questions pour moi qui sont très importantes à discuter avec les étudiants, parce que les étudiants, si tu leur parles de ces choses-là, qui sont de l'épistémologie, c'est des gros mots. Mais si tu leur parles comme ça, ils comprennent. Tu comprends ce que je veux dire ? Et pour moi, c'est un biais pédagogique et rien d'autre. Tu comprends ? Donc je biaise beaucoup. Non, je pensais qu'il y avait des travaux de chercheurs. On fait du travail basique. On fait du travail sauvage. On fait du travail basique, un peu comme le travail que je fais sur Wikipédia. C'est le pendant du travail que je fais sur Wikipédia. Je dis aux étudiants, quand vous regardez les notices Wikipédia, en français, en arabe et en anglais, regardez le nombre d'erreurs en arabe, tu vois, des choses comme ça. Pourquoi vous les prenez ? Bon, au début, ça a commencé pour lutter contre le plagiat, mais maintenant, ça devient un travail vraiment de conceptualisation des informations. Qu'est-ce qu'une phrase dans Wikipédia par rapport à une phrase dans un mémoire de master, etc. Donc, pour moi, c'est des biais pédagogiques, tu comprends ? Et je voudrais bien que tu sois à l'une des séances pour l'animer, parce que l'autre idée, c'est aussi de mettre un cinéaste, quelqu'un qui analyse les films, mais il n'y en a pas beaucoup comme toi, et aussi peut-être souvent
un journaliste, qui a une autre notion du temps, une autre de la temporalité ou des faits, comment ils se sont passés ou qui a écrit dessus ou pas, etc. Tu vois. Donc vraiment, je m'amuse, quoi. Mais je m'amuse avec des questions de fond, de méthode, que je ne peux communiquer aux étudiants qu'avec des supports comme ça, et quand ils ont regardé un film et qu'ils peuvent poser des questions. Hein. C'est juste ça. J'ai pas d'autres prétentions. Et pour le Schtroumpf, Hichem, je vais te dire d'abord que l'histoire ne soit pas le monopole des historiens. Alors avant, c'était comme ça. Ce n'est pas vrai, je veux dire, justement. Moi, je viens d'une culture de l'histoire où l'histoire alimente beaucoup les conversations de tout le monde, lettrés ou pas lettrés d'ailleurs, tu vois, sans revenir à la conception. Je veux dire, l'histoire a une très grande importance en Tunisie, dans même les manières de raconter, dans les familles ou dans les. Tu vois, c'est pas du tout. Pour moi, c'est pas venu avec. Mais quand tu dis les apprentis historiens, moi, ils ne me dérangent pas. Je t'ai dit, il y en a 15. Je les ai comptés. Il y en a 15 sur 250. Brabbi, quel est le problème? Et je te dis, c'est vraiment une quinzaine à tout casser. Et d'ailleurs, les historiens sont furieux, un peu, quelques-uns. Hein, ils disent, oh, nous, on passe pas assez à la télé et tout. Mais moi, je trouve que c'est une protection, c'est très bien. Et les 15, ils sont éjectés parce qu'ils sont, à mon avis, ils sont consumés par cette façon de faire de l'histoire. Au vrai sens du terme. Et c'est ça une révolution. Tu vois, et qu'il parle. Et alors, ça fait rien. S'il y a des imbéciles pour l'appeler, qu'ils l'appellent. C'est pas un problème pour moi. Et ils n'ont pas de poids. Ils n'ont aucun poids du tout. Tu les vois où? Brabbi, tu les vois où? Ils sont nulle part. Le bouquin de Fath el-Siri, il va compter. Pas tout de suite. De quoi tu as peur? Voilà. Donc, tu tempères mon optimisme, mais moi, je tempère peut-être aussi ta peur. Et je pense que le métier et la profession, ils vont être complètement enrichis par cette histoire de 2011, précisément parce qu'il y aura eu cette élimination un peu naturelle, qui est une sorte de, comme les papillons qui s'approchent de la lumière, etc. Et moi, je trouve pas ça négatif. Moi, ça me fait réfléchir en plus. C'est comme les commémorations. Je réfléchis, c'est de la matière pour moi. C'est une matière à réflexion. Il faut arrêter de prendre ces choses-là comme si le ciel allait nous tomber sur la tête. Le ciel ne nous tombera pas sur la tête. On continue à travailler et puis c'est tout, tu vois. Et ceux qui veulent aller à la télé pour parler du terrorisme sans savoir ce que c'est, tant pis pour ceux qui les écoutent.